Donc, chapitre 2 de notre thème 2 en économie, quelle est la place de l'Union européenne dans l'économie globale? Un chapitre qui va être traité en trois parties. Donc, on va d'abord s'intéresser à la logique d'intégration des économies, ensuite euh, à l'Union européenne en tant que rôle clé dans la finance internationale, et enfin à la difficile coordination des politiques économiques des États membres. Donc, quelques sujets ici qui peuvent tomber, EC1, EC3. Alors pour commencer, donc, dossier 1, l'Union européenne, une logique d'intégration des économies. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est simple, on va d'abord s'intéresser aux étapes principales de la construction de l'Union européenne selon la typologie de Bella Balassa. Donc brièvement, on va essayer de détailler, mais le plus brièvement possible, les différentes étapes, sans entrer dans le détail, hein, bien évidemment. Ensuite, objectif numéro 2, de comprendre que ces étapes, elles n'ont pas été scrupuleusement suivies. On va voir que on n'a pas scrupuleusement suivi l'ordre des étapes telles qu'elles peuvent apparaître dans la typologie. Et enfin, objectif 3, comprendre que le marché commun a permis aux économies de s'intégrer davantage. Alors en effet, l'Union européenne, c'est à ce jour en tout cas la plus ambitieuse tentative d'intégration économique et politique jamais menée. Il s'agit ici en fait de différentes économies, de différents États qui ont décidé de s'imbriquer en quelque sorte et de poursuivre des objectifs communs et de se doter d'une monnaie unique. Et donc en cela, nous menons en tout cas en Union européenne une expérience originale. Donc pour commencer, avant de déboucher sur l'union économique et européenne, enfin l'union économique et monétaire telle que nous la connaissons aujourd'hui, il a fallu dans un premier temps former ce qu'on appelle un grand marché intérieur commun. Alors avant de s'intéresser à ce grand marché intérieur commun, on va d'abord jeter un œil sur les différentes étapes. Donc, vous avez un économiste, donc Bella Balassa, qui nous a proposé une typologie où il fait apparaître 5 étapes par lesquelles on doit passer pour atteindre une intégration économique. Donc, la première étape, c'est la zone de libre-échange. Une zone de libre-échange donc, où les marchandises circulent librement. Ensuite vient la question, quand vous faites circuler librement des marchandises, à un moment donné va se poser la question d'une union douanière. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, je suis en France, je souhaite mes marchandises circulent librement entre la France et l'Allemagne. À un moment donné, pour privilégier ces échanges, on va se mettre d'accord sur un tarif douanier commun. Euh, et du coup, on va mettre en place une union douanière. Ensuite, l'étape suivante, c'est la constitution d'un marché commun. Donc, non seulement on assure la circulation des marchandises, des biens, mais également celle des services, des travailleurs et des capitaux. Et à ce moment-là, nous avons un marché commun. Donc, je précise, vous avez les différentes étapes, elles s'imbriquent. D'accord. Donc, pour qu'on ait une union douanière, il faut que l'on ait dans un premier temps une zone de libre-échange. Donc, l'union douanière, elle implique l'existence d'une zone de libre-échange. Le marché commun implique une union douanière. Donc toutes ces étapes vont s'imbriquer les unes dans les autres. Donc ensuite, après le marché commun, vient l'étape de l'union économique, c'est-à-dire qu'on va harmoniser les politiques économiques. Il faut savoir que lorsque vous mettez en place un marché commun, à un moment donné, pour que ce marché fonctionne, les participants se doivent de respecter des règles communes, d'où une harmonisation des politiques économiques. Et enfin, l'union économique et monétaire qui voit apparaître ici la création d'une monnaie commune, d'une monnaie unique. Et du coup, qui va supposer la coordination de politiques macroéconomiques. Donc, dans une zone de libre-échange, il existe un tarif extérieur commun. Bon, c'est faux.
vous n'êtes pas, la zone de libre-échange, c'est la première étape, elle n'implique pas dans un premier temps un tarif extérieur commun. Dans un marché commun, les biens, les services et les facteurs de production circulent librement. Vrai, c'est ce qui caractérise le marché commun. Une union économique et monétaire se caractérise par une union économique et des taux de change fixes entre les pays ou l'existence d'une monnaie commune. Vrai. Donc nous, par excellence, c'est la création de l'euro. Alors pour détailler un peu tout ça, vous avez un document donc, qui vous précise quelques dates. Alors il va falloir faire attention parce que en fonction de ces dates, donc vous allez voir apparaître un certain nombre de choses, mais il va falloir que vous notiez les quelques détails concernant ces différentes dates. Donc 1951, donc avec le traité de Paris, avec la CECA, nous on va véritablement prendre comme point de départ le traité de Rome. Donc ici, vous voyez, il est 1958. Dans d'autres livres, vous allez voir 1957. Donc vous avez déjà une différence de date en fonction de la signature du traité et celle de son application. Donc, en général, pour le traité de Rome, on va retenir 1957. Alors, on va dans un premier temps répondre aux questions et ensuite je vous donnerai le détail sur les différentes dates. Alors, quelles sont les dates qui correspondent à la création d'une union douanière? Alors, ici, première modification, vous allez, donc lors du traité de Rome, c'est-à-dire lors de la création d'une communauté économique européenne, donc non seulement on prévoit la mise en place d'un marché commun, mais également une union douanière. Sauf qu'attention, l'union douanière européenne, elle n'a pas été mise en place, elle n'a pas été effective en 1958, elle n'a été effective qu'en 1968. Donc première date à retenir ici, l'union douanière 1968. Concernant le marché commun ou le marché intérieur, donc bien qu'il ait été prévu par le traité de Rome et qu'ensuite on ait eu des prémices de la mise en place de ce marché commun avec la politique agricole commune en 1962, le marché unique, il n'entre en vigueur, alors il n'entre en vigueur qu'en 1993. Donc vous voyez, à chaque fois au cours des années, on a essayé de relancer un petit peu la machine. On a essayé de relancer le processus d'intégration parce qu'en fait, il manquait, les étapes intermédiaires n'étaient pas franchies. Donc, le marché unique, 1993. Et enfin, l'union économique et monétaire, donc elle correspond à la création de l'euro en 1999. Donc ce sont ces trois dates-ci que vous devez retenir. Donc union douanière 1968, le marché commun 1993, l'union économique et monétaire en 1999. Alors, ici, on constate qu'effectivement, on a plus ou moins respecté les étapes de Bella Balassa, à savoir, on a une union douanière en 1968, un marché commun en 1993 et une union économique et monétaire en 1999. Sauf qu'en fait, les choses ne se sont pas déroulées exactement suivant les étapes de cette typologie, d'où la question, l'intégration européenne a-t-elle suivi? Alors j'aurais dû préciser, a-t-elle scrupuleusement suivi les étapes du processus décrit par Balassa? Eh bien non. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les étapes se sont un peu empiétées les unes sur les autres. Alors, un exemple, le marché commun, si on regarde la typologie de Balassa, le marché commun n'intervient qu'après la mise en place d'une union douanière. Or, l'union douanière, elle n'a été mise en place qu'en 1968. La politique agricole commune a été effective en 1962. Donc bien avant que l'on mette en place une union douanière. Donc là, vous voyez, on a commencé en fait à véritablement... on a le but de toute façon du traité de Rome, c'était bien la mise en place d'un marché commun, avant même que l'on mette en place une union douanière. Donc là, les deux étapes, elles sont légèrement inversées. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, je n'entre pas dans le détail,
On a la création d'un serpent monétaire européen. Le serpent monétaire européen, c'est comme un tube en fait. Vous aviez un tube où les monnaies européennes étaient censées fluctuer sans dépasser les limites. Donc elles étaient limitées entre plus ou moins 2,25%. Donc du coup, on essayait en quelque sorte oui, de rapprocher le plus possible les monnaies. Donc ça, ce sont les prémices de la dernière étape finalement de l'union économique et monétaire. Alors voilà, on a créé un serpent monétaire, on a souhaité rapprocher les monnaies avant même que notre marché commun soit clairement effectif. Je rappelle, à ce moment-là, on n'a toujours pas de libre circulation des personnes. La libre circulation des personnes n'intervient qu'en 1990 avec la création de l'espace Schengen. D'accord. Voilà pour ça. Donc, l'intégration européenne se réduit-elle à une intégration économique? Alors, il faut le dire, au tout début, la motivation d'intégration européenne était essentiellement politique. Ensuite, la dimension économique a pris le pas et elle domine clairement l'intégration européenne, même si elle ne se réduit pas à cette dimension. La libre circulation des hommes ne, ne se réduit pas à celle des travailleurs. Je veux dire, vous pouvez prendre l'exemple d'Erasmus, des étudiants qui vont étudier un petit peu partout en Europe. Cela ne répond pas d'une façon stricte à un critère économique. Ok. Donc, pour résumer ici, ce qu'il faut retenir. Alors, on a 4 étapes principales. Donc, la zone de libre-échange, l'étape 2, donc l'union douanière, le marché commun, l'union économique et monétaire avec la monnaie unique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, notre point de départ, c'est 1957, avec le traité de Rome, qui prévoit, je dis bien qui prévoit, le marché commun n'a pas été effectif en 1957. Il était prévu, et ensuite, la volonté de l'instaurer a été approfondie avec la mise en place de la PAC en 1962. Donc ça, c'est notre première étape. Ensuite, donc, on voit bien qu'ici, on a la volonté de mettre un marché commun avant même que notre union douanière soit mise en place. Notre union douanière est mise en place en 1968. Ce qui suit notre étape numéro 2, c'est la mise en place du serpent monétaire européen, à ne pas confondre avec le système monétaire européen qui est différent, sans entrer dans le détail. Donc l'étape numéro 3, c'est la mise en place du serpent monétaire européen, qui en fait constitue les prémices de l'étape numéro 4, avant même que notre marché commun soit mis en place. Et il faut attendre 1993 pour que notre marché unique soit effectif. Bien qu'on ait notre acte unique européen en 1986 qui relance clairement la volonté d'achever en tout cas le marché unique. Et enfin, 1999, notre monnaie unique qui nous permet de former notre union économique et monétaire. Donc en cela, on voit bien que l'intégration n'a pas été linéaire, qu'elle a été un peu, qu'elle a subi quelques soubresauts. Un troisième document qui vous permet aussi de voir que l'intégration n'est pas tout à fait linéaire et qu'elle a géométrie variable, c'est-à-dire que vous pouvez faire partie de l'Union européenne sans pour autant faire partie de l'Union économique et monétaire. Donc, vous pouvez très bien amorcer quelques étapes de l'intégration économique, mais ne pas l'achever. Donc, tous les pays de l'Union européenne participent-ils à la zone euro? Eh bien non, la zone euro, elle compte tant de membres, alors que l'Union européenne compte 28, 27 depuis le Brexit. Alors l'espace Schengen concerne-t-il uniquement les États membres? Eh bien là, non, on voit bien que l'espace Schengen associe des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, à savoir la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. La zone de libre-échange se limite-t-elle à l'Union européenne? Eh bien non, puisque cette dernière est liée par un accord de libre-échange avec des pays
de l'association des... oh, l'association européenne de libre-échange. Donc vous avez toujours ces mêmes pays qui participent en tout cas à la zone de libre-échange. Donc pourquoi peut-on parler d'une intégration géométrie variable? Eh bien, tout simplement parce que tous les pays n'ont pas suivi toutes les étapes de l'intégration telles que le prévoyait la typologie de Bella Balassa. Donc on peut très bien se dire, bon, ben moi je participe à la zone de libre-échange, mais je ne veux pas participer à la création d'un marché commun, etc. Voilà. Alors, donc je l'ai remis ici. L'objectif initial de la construction européenne était autant une intégration politique qu'une intégration économique. Donc la création de la CECA illustrait bien cette volonté d'intégration politique. Le traité de Rome, lui, entérine véritablement la volonté d'intégrer avec pour motivation une volonté économique. Donc une intégration économique plutôt qu'une intégration politique. Du coup, une des étapes phares de cette expérience originale, c'est la création d'un grand marché intérieur qui va générer des conséquences pour l'ensemble des pays membres de ce marché commun. Alors ici, euh, il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que notre marché européen, notre grand marché unique, c'est 500 millions de consommateurs dans lequel les biens, les services, les capitaux peuvent librement circuler. C'est le plus grand marché du monde. Alors quand on vous dit que vous avez un marché de 500 millions de consommateurs, là, ça doit faire tilt dans votre tête. 500 millions de consommateurs possibles, donc ça veut dire que ça accroît les possibilités de réaliser, quoi donc pour les producteurs? De réaliser des économies d'échelle. Pourquoi a-t-il fallu harmoniser les législations nationales? Tout simplement parce que un marché n'existe que dans le cadre de règles. Et pour qu'il y ait un minimum de bon fonctionnement, il faut que ces règles soient harmonisées. Il faut que tous les États respectent les mêmes règles, à savoir des règles de sécurité, les reconnaissances de diplômes. Alors, pour les règles de sécurité, normalement, quand vous avez un produit, quel qu'il soit, vous pouvez voir normes européennes, un petit symbole CE ou NE, ce qui signifie que le produit est conforme aux normes européennes. La reconnaissance des diplômes, donc vous avez donc du fait que les hommes circulent librement, qu'on puisse faire nos études dans n'importe quel pays, il a fallu qu'on revoie les équivalences et du coup qu'on repense le système de diplôme, et c'est le fameux système LMD, licence, master, doctorat. D'accord. Avant ce système, on avait d'abord le DUG sur 2 ans, puis ensuite on avait la licence, ensuite on avait la maîtrise. Après, on parlait rarement de master, c'était le DEA ou le DE, je ne sais plus quoi. Voilà. Et les conditions d'accès aux professions réglementées, etc. Donc du coup, on voit bien que le fait que les pays respectent les mêmes règles, cela a renforcé les relations commerciales entre ces États membres. Alors quels sont les bénéfices de ce grand marché intérieur? Vous avez du coup la possibilité de réaliser des économies d'échelle, donc pour les producteurs, hein, vu que vous avez accès au plus grand marché du monde. Du coup, comme vous le savez, réaliser des économies d'échelle permet de baisser les prix, ce qui renforce du coup votre concurrence. Cela profite aux consommateurs qui gagnent par ailleurs un accès à une plus grande diversité de produits. Donc là, on se rapproche un peu des effets du libre-échange tel qu'on l'a étudié dans le chapitre sur le commerce international. Donc, pourquoi le grand marché intérieur permet-il aux entreprises de bénéficier d'économies d'échelle? Tout simplement parce que on n'est plus cloisonné à l'intérieur de marchés nationaux étriqués. On peut maintenant vendre sur l'ensemble des États membres. Et du coup, vous pouvez vous permettre de produire davantage, donc de réaliser des économies d'échelle. Alors ici, ce dont le document traitait, c'était le marché du numérique. Alors, Flore Pellerin, donc ici, ministre de la Culture de l'époque, prévoyait la création d'un marché numérique parce qu'elle avait mis en avant l'existence de grands enjeux économiques et politiques.
Or, l'existence vous avez des règlements différents dans chacun des États de l'Union européenne, notamment sur le traitement des données personnelles. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Je ne sais pas. Alors, pour synthétiser, donc vous avez le marché unique, suppression des droits de douane, économie d'échelle, ouverture à la concurrence. Donc, les économies d'échelle permettent de gagner en productivité, vu que vous produisez, vous pouvez produire davantage, donc baisse des prix, hausse de la demande, croissance du PIB, etc. Donc voilà pour cette première vidéo à retenir. Donc 1957, traité de Rome avec la volonté du marché commun. Donc là, je l'ai mis un marché commun qui a été mis en place. Hein. C'est davantage la volonté de mettre en place un marché commun. D'accord, le marché commun, je vous rappelle, il n'est entré en vigueur qu'en 1993. Donc du coup, ce marché commun, vu qu'il n'a pas clairement été mis en place en 1957, qu'est-ce qui s'est passé? Au fil des années, les dirigeants ont relancé plusieurs fois le processus, etc. Et du coup, la première relance, c'était par exemple la politique agricole commune, donc la PAC en 1962. Ensuite, il a fallu attendre 1968 pour l'union douanière. L'acte unique européen a prévu l'achèvement du marché unique. Et enfin, il a été mis en place qu'en 1993, avec le traité de Maastricht. Voilà pour cette première vidéo.